bienvenue au 4e épisode de Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. On est bien content d'être ici. Je suis avec mon ange gardien Maxime. Ah, wow, merci. Puis moi, je suis avec ma belle petite perle Pidge. Ah, on est là les deux, avec vous autres, dans le passé. Avec vous dans le passé, Vous dans le futur. Dans le futur, ouais, c'est ça. On va en reparler tous les fois. Je n'en reviens toujours pas de tout ça. On va en parler à tous les épisodes. Aujourd'hui, on a toute une brochette pour vous. On a beaucoup d'extraits. Ça risque d'être un épisode assez chargé en extraits. C'est quand même pour ça qu'on est là, pour écouter des tunes. On a beaucoup d'extraits. On va essayer de ne pas passer trop de temps sur chacun, par contre. J'aime beaucoup laisser les tunes rouler quand on en parle. Mais là, bon, pour le bien de la cause, il va falloir des fois faire ça un petit peu vite ou des fois le baisser pour parler par-dessus. Mais bon, on va s'arranger comme ça. Donc, pour ce qu'on a pour vous aujourd'hui, ça fait un petit bout qu'on pensait à ça. On était bien excité de faire ça. C'est un épisode sur les influences des compositeurs de musique de jeux vidéo. Puis là, je dis influence, mais en fait, des fois c'est influence, des fois c'est une copie. Des fois, c'est juste la même tune. Ouais, puis des fois aussi, c'est pas une influence, c'est pas la même tune. Mais ça ressemble à Ontario. Fait que, on a un petit peu de tout ça. On a tout mis ça ensemble dans un beau petit melting pot pour faire un épisode digne de ce nom. Puis, on a déjà parlé un peu de ça d'ailleurs dans l'épisode où on parlait de Castlevania, le premier épisode, avec évidemment le Castlevania, les influences de la musique baroque et classique. On aurait pu le mettre là-dedans. Je veux dire, tu mets genre du Bach, puis tu mets genre Bloody Tears ou le thème de Simon, puis genre, ça marche. Le thème de Simon. Ouais. Fait que, en tout cas, il y a évidemment, bon, c'est ça, on a beaucoup on pourrait aller dans bien des directions. Ça va un petit peu partout. Mais il a fallu, comme d'habitude, faire des choix. Ça fait que, on s'est attardé sur certains petits trucs. Il y a évidemment beaucoup de musique japonaise là-dedans. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais c'est ça. As-tu quelque chose à rajouter? C'est sûr que je tiens à spécifier que en fait, il y a quelques choix là-dedans que ça aurait pu être un épisode à eux seuls. Il y a certains trucs, surtout vers la fin. Là, je veux pas divulgacher quoi que ce soit, mais on aurait pu en parler vraiment longtemps. Moi, je suis rentré dans, excusez l'anglicisme, beaucoup de rabbit hole musicaux. Puis l'inspiration de cet épisode-là, en fait, c'est la première partie, on va en parler, mais tu sais, c'est... je me rappelle, à un moment donné, j'écoutais une tune de Ariane Roy, tu voulais parler, je pense. Puis il y avait un son qui me rappelait un son de Mario Paint. Parce que c'était... Mais, tu sais, là, on veut pas aller chercher ces trucs-là qui sont vraiment far-fetched, là. Ouais. C'était un hasard, tu sais, les compositeurs en musique utilisent les mêmes samples pour les claviers, souvent. Fait que des fois, si on a l'oreille aiguisée, on va reconnaître ce genre de truc-là. Genre, moi, quand j'entends des sons de clavier, ça me fait capoter. Puis je suis comme genre... Oh! C'est la même chose! Ouais. C'est le son de Mario Paint, ben voyons donc, Ariane Roy! Il y a aussi, ça me fait penser, je fais une petite parenthèse sur la même bande de sons, là, mais j'ai récemment commencé, on en parlait tout à l'heure, à jouer à Baldur's Gate 3. Et dans le vidéo d'ouverture, une des premières choses que tu entends, c'est le Wilhelm Scream. Ouais, tu l'entends vraiment tôt. Tu l'entends vraiment tôt et très bien, très défini. Puis comme ça, c'est vraiment... Si vous connaissez pas ça, le Wilhelm Scream, vous irez écouter ça. C'est comme un des plus vieux mimes du cinéma, je pense. Là. Ouais, ça fait vraiment longtemps que ça traîne. Longtemps que c'est le même son qu'ils mettent. Puis je veux dire, à that point... tu fais exprès pour le mettre pour la joke. Ouais, c'est ça. C'est plus genre, si t'as besoin d'un scream générique qui est plus unique que ça, c'est comme facile d'en trouver un. Là, non, c'est ça. Donc ouais, c'est ça. Fait que là, on a une bonne sélection pour aujourd'hui. On a genre une quinzaine d'extraits en tout, là, à peu près. C'est drôle parce qu'en plus, quand je parlais du podcast à des amis, puis des gens nous en ont parlé aussi, on essaie de mettre de moins en moins d'extraits. On a réussi à l'épisode 2, on en a mis 6, puis après ça, c'est retombé All Hail Breaks Loose. Bienvenue au spécial Noël, en voici 12. Ouais. En même temps, on aime ça faire ça, c'est pour ça qu'on C'était pas pareil, il y avait un mini-game. On a eu du plaisir. C'était Noël. On fait ce qu'on veut, hein. C'est notre podcast. C'est la police? Ouais, c'est ça, la police des podcasts. C'est sûr qu'il n'y a aucune police qui nous écoute, de toute façon. Ben ouais, non. En tout cas, si on les salue s'il y en a. Félicitations. Bienvenue. Bienvenue au podcast Alt F4. Oui, c'est moi qui commence. Oui, on va faire ça comme ça. Fais rouler l'extrait, okay. DJ.
Donc, ici, on a des férus connoisseurs du hérisson bleu. Et non pas pour toutes ces photos étranges que Internet ont créées de lui. On écoute en ce moment la pièce Ice Cap Zone de Sonic 3. Probablement le meilleur opus sur Genesis de Sonic. Moi qui avais beaucoup joué au 2, quand j'ai découvert le 3, j'étais genre wow, quel nouveau monde s'ouvre à nous. C'est le fameux jeu qu'on pouvait plugger l'affaire de Knuckles pour rajouter Knuckles dans le jeu. Le tableau, c'est tu t'arrives en snowboard, très Sonic. T'arrives en snowboard, tu dévales la montagne, puis après ça, c'est super rushant parce que le tableau va. Tu t'arrêtes pas de tomber de la montagne, là, tu te laisses partout. Puis très cool jeu. J'ai des bons souvenirs de ce jeu-là. Ice Cap Zone 3, donc, Ice Cap Zone de Sonic 3, développé en 1994 par Sega pour la Genesis et en 1997 pour Windows. Très, très funny. La musique, c'est par Brad Buxer et son équipe. Je tiens à spécifier, rappelez-vous de ce nom, Brad B-U-X-E-R, Buxer, je sais pas comment on dit. Et le Sega Sound Team. Ça, c'était 2 grosses équipes de son. Il y a une explication pourquoi il y a aussi la Sega Sound Team qui va suivre bientôt. Ceux qui connaissent pas, en gros, Sonic, c'est un platformer. Faut encore péter la gueule du méchant Dr. Robotnik qui veut tuer tout le monde. C'est tout le temps ça l'histoire, je pense, de Sonic. Ouais. C'est rare que ça change, là. Je pense qu'il corrompt Knuckles pour dire hey, le hérisson bleu là-bas, il veut voler ton Chaos Emerald. Puis le Knuckles fait oh ouais, j'ai des crises de gros points. Puis c'est ça qui se passe. Les grosses jointures. Les gros, ouais. Knuckles, c'est ça. Il fait fucking fort. Ouais. C'est ça son habileté. Donc c'est ça. Maintenant, on va passer au deuxième extrait. Parce que tout est relié là-dedans. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'extraits. C'est qu'on compare des extraits. Écoutez cet extrait similaire. On écoute en ce moment l'extrait de Hard Times de The Jetsons, un band de New Wave de la ville de Tempe, en Arizona, qui est constitué de Bruce Connell, Damon Darren, Steve Galladay et, j'espère que vous vous rappelez du nom que je vous ai dit, Brad Buxer, le keyboardiste de ce band. Il est actif de 1981 à 1983. En 2008, le band a été comme vraiment un staple de cette ville-là. En 2008, Brad Buxer sort justement une compilation du D-Band qui comporte la pièce qu'on écoute en ce moment, qui est Hard Times, qui a été écrite en 1982. Là, je pense que c'est assez évident que Ice Cap Zone et cette tune-là ont la même structure, le même rythme et compagnie, tu sais. Il y a eu une grosse légende urbaine sur Sonic 3 puis la composition de la musique pour ce jeu-là que je sais pas si tu as déjà entendu parler de cet homme Michael Jackson aurait participé à la création. Ça me dit rien, non. C'était pas mal dans la complosphère du jeu vidéo que c'était vrai ou non, puis on n'a jamais vraiment su. Mais quand ils ont sorti cet extrait-là, quand Brad Buxer a sorti l'extrait sur la compilation, il y a comme des cloches qui ont sonné parce qu'il avait participé à la création de la musique pour Sonic 3. C'est genre en 2009 qu'il y a dans une entrevue dans un magazine qui s'appelle Black and White qui est juste sur Michael Jackson. Quand il y a un magazine sur toi, là, j'aurais pas été surpris que ce soit lui qui le produit. Il traite en fait justement de cette espèce de truc-là. Il dit que Michael Jackson a finalement été impliqué dans la création de la musique pour Sonic 3, puis finalement a décidé de retirer son nom parce qu'il n'aimait pas la qualité sonore du Genesis, il n'aimait pas le rendu. Donc Brad Buxer, c'était le gérant de tournée de Michael Jackson. Il était pas au courant de qu'est-ce qu'il avait gardé ou non de sa musique dans le temps qu'il avait travaillé pour le jeu. Et c'est finalement, on réalise que Sega avait gardé une couple d'affaires pour ça, dont la tune de Ice Cap Zone. Un autre fun fact dans tout ça, c'est la musique des crédits de Sonic 3.
Ça, tu me disais, ouais. Ouais, que dans le fond, elle serait servie à la base d'une des tunes de Michael Jackson. Michael aurait invité Brad Buxer. Il a dit « J'ai un éclair de génie, viens dans ma chambre d'hôtel, s'il te plaît. » Puis il arrive, puis il fait « J'ai moi des pièces de piano pour l'inspiration. » Puis Brad Buxer s'est mis à jouer des tunes random, là, des petites pièces enivrantes. Puis à un moment donné, il a commencé à jouer la pièce qu'il joue dans les crédits de Sonic 3. Puis Michael Jackson, il a fait « C'est cette tune-là! C'est la tune pour ma nouvelle tune! c'est l'heure pour ma nouvelle tune! » Et Michael Jackson aurait écrit Stranger in Moscow, qui a été sorti en 1996. Donc, on voit ici que l'inspiration de Brad Buxer pour la bande sonore de Sonic 3 vient de son vieux Ben, qui ensuite a inspiré finalement une tune de Michael Jackson. Donc, on a un retour du balancier dans tout ça. Aussi, parce que ce n'est pas un vrai podcast si je n'ai pas des fun facts. On se rappellera, peut-être que certains le savent pas, mais il y a le fameux jeu Moonwalker. C'est la relation de Sega et Michael Jackson a commencé quand il a voulu faire un jeu d'arcade qui s'appelait Moonwalker, qui est basically Michael Jackson danse pour tuer ses ennemis, et c'est un ish platformer, ish plein d'autres choses. Puis ce serait de là qu'il aurait été, parce qu'il était il tripait sur Sonic, puis c'est de là qu'il est devenu finalement impliqué dans la création de la OST de Sonic 3. Incroyable. Ouais, c'est fou. C'est ça, comme je disais au début, là, ça, chacune des pièces qu'on a choisies, ça pourrait être un épisode. Donc, ouais, c'est ça. Écoute, je te passe le flambeau. Ben oui. En plus, en prenant les notes juste avant qu'on commence, j'ai oublié un de mes extraits. Ouais, okay. Fait que je verrai là comment on s'arrange avec ça. Là, mais on fera semblant de groover sur le vide, puis tu rajouterais ça dans les détails. Non, je vais le mettre là, mais j'ai oublié de me le noter. Fait que ça fuck un petit peu notre ordre qu'on s'est mis, mais on s'en fout. Là. On s'en fout. On s'en fout de tout. Hey. Fait que. Les règles, c'est fait pour être brisées. Hein? Les policiers qui nous écoutent. Ok, attends, ça, je vais peut-être baisser ça un peu. Est-ce qu'il était fort pas mal, je trouvais. Je vais partir la toune. Ça se peut que je joue un peu dedans. Là. Je vais skipper le début. Ouais, je vais juste la partir. Allez, vas-y avec ton grand cœur. Intro à l'orgue, on en parlait. Je vais juste l'avancer un petit peu. Bon, ouais, je vais arrêter ça là. Je pensais que t'arrêterais jamais la toune. Ah, mais... Genre, c'est enivrant. Là. Ouais, c'est parce que je voulais me rendre à ce bout-là. C'est pour ça que j'ai cité juste une couple de secondes parce que c'était long. C'est la toune Dark Messenger, donc de Final Fantasy IX. Évidemment, c'est pas un vrai épisode de Alta Fiat si on parle pas de FF. Si on parle pas de notre chum Nobuo, en fait, surtout Nobuo. La plus belle moustache du Japon. Ben oui. Donc, c'est ça. Final Fantasy IX. Qui est un opus. D'ailleurs, ça, je me suis pas noté ça. Fait que je vais juste savoir ça. Donc, le 9e opus. Ben, le 9e, en fait, je dis ça, puis il y a eu genre les tactiques et compagnie. Puis bon. Mais sorti en 2000. Et puis, composé, évidemment, par Square, bien sûr. Composé par Nobuo Uematsu. On a déjà tout parlé de ça. Ça joue. Ce thème-là joue à la fin du jeu. C'est pas le boss de la fin, mais c'est ce que tu pense être le boss de la fin, le spoiler alert, là, mais qui est que tu te bats contre Kuja. C'est comme pas mal le gros méchant là, tout le long du jeu. Là, c'est assez évident. Bon. Je vais mettre l'autre extrait tout de suite pendant qu'on l'a dans la tête. Puis je parlerai de tout ça un petit peu plus en détail après ça.
Très rock. Très rock. Vous aurez reconnu la tune Perfect Strangers du groupe Deep Purple. Donc, le fameux groupe de rock anglais de cet album-là. Donc, c'est le Perfect Strangers. Je pense que c'est le nom. Je pense que c'est l'album éponyme, 1984. Puis, je voulais surtout, en fait, sans être particulièrement ces deux tunes-là. C'est juste que c'est un bon exemple. Nobuo, c'est connu. Il a toujours trippé sur le vieux rock anglais, en particulier sur Deep Purple. Il est lui-même organiste. Le son caractéristique de Lord Hammond, le Hammond Organ, qui fait très, très rock des années 70-80. C'est ça. Il l'a souvent dit en entrevue. Pour ceux qui connaissent The Black Mages, là, je voulais pas mettre un autre extrait encore, mais ça sonne beaucoup comme ça. C'est des gros solos de Hammond Organ. Ça sonne vraiment comme du vieux rock. J'en profitais faire un peu de pub pour la playlist YouTube. Elle s'y retrouvera. On mettra une tonne de Black Mages dedans. Ben oui, pourquoi pas. Fait que, on va regarder ça. Mais, de toute façon, n'importe quel, ce serait sûrement bon. Puis ceux qui connaissent pas Black Mages, c'était le band à Nobuo Uematsu avec d'autres absolument fous musiciens qui reprennent des hits de la série Final Fantasy, mais en version très rock. Rock. Probablement dans les années 80, c'était métal, mais là, aujourd'hui, tu appelles ça plus du genre de hard rock. Là, ouais, pas mal. Ouais. Fait que, mais qu'est-ce qui est métal maintenant, anyway? Ben, je le sais bien pas. Des bruits de forge. Ouais. Ça c'est métal. C'est vrai. Ben, ouais, tu sais, en plus, je veux dire, tu sais, du Kiss, c'était du métal dans le temps. Hein? Maintenant, c'est genre quasiment du disco. Ils font juste jouer ils jouent juste dans des casinos maintenant, plus Kiss. Ça fait que, attends, je vais arrêter la toune. Ça fait que c'est ça. Donc, cette toune-là, je voulais aussi te dire, dans le jeu, dans Final 9, au moment où tu te bats contre Kuja et qu'il y a ça qui joue, bon, il y a l'intro que vous avez entendu à l'orgue, qui rappelle évidemment, là, ça c'est vraiment l'orgue d'église, hein? C'est pas de l'orgue Hammond, là. Ça sonne pas du tout de la même façon. L'orgue d'église qui est souvent employé dans des thèmes de méchants. Il va souvent avoir ça. Souvent, ça va être des méchants comme lui qui ont une genre... C'est un peu comme des illuminés fanatiques, il faut éliminer tout le monde pour purifier la terre. Une affaire de même. Ouais, c'est ça ou de la musique de vampire, un des deux. La musique de vampire, mais finalement, ça revient un peu à ce style de méchant-là, ça peut être proche. Ils ne veulent que sucer le sang de tout le monde. Exactement. Il n'y a pas d'autre intérêt de toute façon. Puis, à ce moment-là, dans le jeu, c'est vraiment, ça fait longtemps que tu sais qu'il est méchant. Là, tu te bats contre, il est super fort. Puis, ce qui est bien, c'est que là, il y a le gros thème méchant, là, le pain. Puis, ils prennent ça, donc ce bout-là, qui est joué deux fois, une fois à Git, une fois avec Lord Hammond par-dessus. Et après ça, ils le rejouent avec par-dessus le thème de Kuja qui joue. Ça, je trouve que c'est toujours des petits... c'est toujours la beauté, comme on disait, des leitmotivs. Hein? Ouais, exact. Tu peux les plugger n'importe où. Ça prend quand même une bonne façon de le faire, mais c'est bien intéressant de voir de quelle façon tu dis. Puis finalement, ça reste très simple comme leitmotiv, le thème de Kuja. Hein? C'est super lent, c'est des petites chromatiques. Fait c'est assez facile à plugger, j'imagine, comparé à d'autres. C'est le concept le plus récurrent en musique de jeu, en musique de film. Ben oui, tu le sais, là, tu l'entends. Normalement, dans le jeu, quand tu fais juste le voir sans te battre contre lui, son thème est joué au piano. Ah oui, c'est juste le petit piano sans trop d'arrangement flyé. Un petit piano cute. Oui. Mais qui reste un petit peu quand même une ambiance, comme on disait, un peu ominous. Là. Ouais, exact. Il va vraiment falloir qu'on trouve une traduction à ce moment-là. Attends, là, continue, je vais chercher. Puis, dans le fond, c'est pas mal ça. Comme je disais, j'aurais pu prendre vraiment beaucoup d'autres exemples. Il y a, par exemple, la toune de boss de Final Fantasy VII. Il y a encore une fois du Hammond Organ. C'est souvent dans ces affaires-là. Puis, qu'est-ce que ça te dit? C'est sinistre, la traduction. C'est vrai. L'ambiance sinistre. Maintenant, on ne dira plus jamais ominous. Ouais. Puis, voilà. Fait que c'était... il fallait que je parle de mon body Nobuo pour commencer. Écoute, moi aussi, je vais en parler de toute manière. Mais probablement mon extrait avec la discussion de jeu la plus courte sur Terre. Parfait, j'ai hâte. Attends. Vous êtes pas prêts. C'est pour vrai, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, c'est normal. Ok, je l'ai. La liste est longue dans les extraits. Ça commence par super. Oui. Oups. Faut que je monte le son.
Alright. Si vous êtes dit jeu de combat, beat 'em up, jeu très actif, non. Vous vous trompez. Non. On parle ici du jeu. Super locomotive. Je pourrais le dire en anglais, c'est juste plus drôle de dire Super Locomotive, développé par Sega en 1982. Je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit dans mes petites notes ici. Guider un train d'un bout à l'autre, fucking captivant. En gros, c'est juste que vous gérez un train pour pas qu'il crash puis qu'il se déplace. La version du Genesis en plus, puis ça j'en reviendrai plus tard. Il y a deux versions, il y a la Genesis Mini 2, il y a la Genesis classique. Ils ont repris un autre tune qui s'appelle qui a un nom différent mais qui est comme composé par un band joke du band que je vais vous présenter. Maintenant on peut mettre l'original qui est l'original. On va mettre l'autre morceau que j'ai choisi pour ça. Vous allez voir, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, on a ici la pièce Riding de Yellow Magic Orchestra, un groupe de musique électro-japonais formé en 1978 par Haruomi Ozono, Yukihiro Takahashi et Ryuichi Sakamoto. Un band très influent de ces années-là. Dans des années que le Japon était beaucoup dans la CD pop, que maintenant a un relent extraordinaire de nos jours. Sachez que c'est de la musique des années 70. un peu grâce à nous, on en écoute de temps en temps. Oui, on l'écoute. On écoute Chinatown, un grand classique. Ben oui. Voyons, c'est quoi j'ai oublié le nom de la tune. L'autre tune qu'on écoute tout le temps. En tout cas, donc, Ozono qui est vraiment... il se décrit comme un addict des arcades, qui adorait aller aux arcades. Puis, tu sais, c'est de la musique électro. Là, c'est comme... c'est drôle parce qu'aujourd'hui, à mon boulot, je parlais à un de mes collègues de travail de ce qu'on allait parler à soir. Puis j'ai dit, on parle des influences de la musique, de la chiptune. Puis là, il m'a dit, Yellow Magic Orchestra. Puis j'étais genre, quoi? Il m'a dit, ouais, c'est grosse influence de l'électro puis de toute la musique chiptune. Le chiptune, si vous vous demandez c'est quoi, c'est la musique 8 bits, basically. C'est avec ça que notre thème d'intro et d'outro. Exactement. Et c'est ça que j'allais dire en plus. L'intro, c'est du chiptune. Donc, c'est ça. Fait que lui, il était vraiment accro à aller aux arcades. Puis dans un de leurs albums, ils ont samplé, dans deux de leurs tunes, ils ont samplé des sons de jeux. Un que c'est Space Invaders, que je suis pas mal sûr. L'autre, le nom m'échappe. Donc après ça, voyant l'intérêt de la chose, il y a une compagnie qui a demandé à Ozono de faire un vinyle de musique de jeu. Ça a un peu coiné la première apparition du terme Video Game Music, parce que le nom du vinyle est Video Game Music. C'est une des premières utilisations du terme. Les grands débuts du chiptune, de la popularité de la chose, parce que c'était déjà connu, mais ça l'a explosé à ce moment-là. Malgré ça, le chiptune, c'est des sons synthétisés par ordinateur ou une console. Beaucoup de samples aussi. Yellow Magic Orchestra, ça a été l'influence d'une tonne de compositeurs en musique de jeux vidéo. On l'a déjà nommé, non, c'est plus tard que je reparle de Nobuo, excusez. Ben, on a déjà parlé d'elle. Michiru Yamane, qui a fait Castlevania, Seiichi Tarada de Ape Escape, Yusuke Shiro de Streets of Rage et ActRaiser. Streets of Rage, grande OST de musique de jeux vidéo. Sinon, Takashi Tateishi de Mega Man 2, Atoshi Sakimoto, Final Fantasy XII et Final Tactics. J'en passe, il y a une tonne de monde qui ont dit notre plus grande inspiration, c'est Yellow Magic Orchestra. C'est un super bon groupe. Puis, tu sais, c'est de son époque, par contre. Là, je mise en garde. Tu sais, je trouve que Riding, c'est elle qui slappe le plus dans son album. Okay. Mais, tu sais, c'est très bon ce qu'ils ont fait. Si vous êtes dans les premiers CD d'électro qui sont sortis premiers vinyles dans ce temps-là. D'ailleurs, Namco, il y avait 4 employés chez Namco qui ont parodié Yellow Magic Orchestra, qui ont fait un band, je pense que c'est Orange Synthetic Something. Okay. C'est un band de joke, puis quand je parlais tantôt de la deuxième version du jeu de train Doll, dans la deuxième version, c'est leur version de Riding qui est un peu différente, un peu off, mais c'est vraiment une parodie, c'est quand même très drôle.
c'est vraiment être dans le game, hein, quand tu te mets à genre... C'est une gang qui se connaissent dans ce temps-là, ben là, oui, tu sais, que tu te mets à full. parodier des affaires. C'est un petit peu niche quand même, hein? C'est un peu... Oui, c'est ça. C'est très niché, mais tu sais, c'est comme... Tu vois, qu'il y avait une grosse relation entre, justement, Namco et Yellow Magic Orchestra, qui était comme très proche. Pas si loin que ça, tu sais. Donc, sinon, ce que je voulais rajouter aussi à propos de... Ah ouais, c'est Sakamoto. Ryuichi Sakamoto il a aussi participé à la bande originale du jeu LOL, et non pas Laugh Out Loud, mais ça veut dire autre chose. Un jeu sans texte qui est juste basé sur le sound design qui était sur la Dreamcast. Je n'ai pas joué, j'ai vu des vidéos parce que je me suis intéressé à ça. Toutes mes sources à propos de Yellow Magic Orchestra viennent de ROM, Read Only Museum sur YouTube. Juste shout-out à cette chaîne qui avait des trucs très intéressants. C'est bien, on a l'air plus pro en citant nos sources. Ouais, c'est ça, mais je trouve que c'est important parce que, tu sais, moi, c'est surtout ça ma source, là, Ben Reddit/YouTube. Ben oui. J'ai tout quoi à rajouter sur eux. Ben, tu sais, Yellow Magic Orchestra, ça a été la plus grosse influence de la J-pop, de la synth-pop, de l'électro, du techno au Japon. C'est des vétérans de l'industrie musicale. C'est comme, dans le fond, leur album Solid State Survivor leur a permis d'être connus sur une plus grande échelle. Comme on a dit, c'est un rabbit hole. Je vous conseille vivement d'aller chercher par vous-même à propos de ce band-là. Mais ils sont partout. Dans le chiptune, c'est vraiment eux la base. Et les deux tunes s'appellent Riding, by the way. C'est carrément juste, je pense, Namco. C'est une reprise, là. C'est une reprise de la tune. Non, c'est ça, ils ont pas... je voulais plus parler de l'influence que Yellow Magic Orchestra a eu sur toute la sphère musicale de jeu. Ouais, la chiptune. Ouais. Ben, en fait, ça va un petit peu dans la direction où j'allais avec mon prochain extrait qui, je vais le faire écouter, mais juste avant, je vais le dire que c'est presque littéralement une reprise, là, et personne ne s'en cache de tout ça. Bon, je vais aussi essayer de trouver, comme je vous dis, j'ai plein de... Ah, le voilà ici. Ok, je vois. Bon. Vous avez reconnu, bien sûr, le thème de Tetris. Pas besoin de le faire runner pendant 1 minute et demie, celle-là. C'est passé la même chose pendant une demi-heure. La toune, elle dure même pas 1 minute et demie. Aimez-vous ces 4 mesures-là? Les revoici et une autre fois. Ça fait que Tetris, donc, Tetris est un jeu qui date de 1985. C'est pas une compagnie qui a fait, mais bel et bien un Russe tout seul, un software engineer, un ingénieur logiciel, je pense qu'il appelle ça, en 1985, donc à l'époque de l'URSS, s'appelle Alexei Pajitnov. Et puis, donc, c'est ça. Je pense qu'il a fait ça. Il n'a pas fait ça par hasard, mais la popularité du jeu, qui est un des jeux encore à ce jour les plus populaires ever, là, qui a eu le plus de ports, je pense, puis le plus de reprises de ce type de jeu-là. Bon, ceux qui connaissent pas Tetris. Aïe aïe! Ben, c'est des formes qui descendent, qui s'empilent les unes sur les autres, puis il faut qu'on réussisse à bien les trier, parce que quand une ligne est pleine, elle disparaît. Puis ben, chaque niveau, ça va de plus en plus vite. Puis c'est un bon vieux jeu d'arcade, en fait, à l'époque. J'allais dire comme tel le monsieur louche dans un bar, dans un fond de Hochelaga, il faut que les lignes disparaissent. Oui, exactement. Moi, j'étais comme, il y a Tetris dans ces places-là. non, c'était pas ça. Et d'ailleurs, Tetris, ça vient des mots tétra, qui veut dire 4, et tennis, qui était son jeu préféré, son sport préféré à ce cher Alexei Pajitnov. Puis tétra pour 4 parce que chaque forme est constituée de 4 blocs. Ah ben oui. Fait que c'est de là que Tetris vient. Mais là, on en vient, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, on en vient sur la musique. Je vous fais écouter de quoi c'est inspiré. Donc, ça, c'est une des versions, bien sûr, là. Полным-полна коробушка есть, и цыпорка. Пожалей, душа, зазнобушка молодецкого плеча. Выйди в рожь высокую там, до ночки погожу. А завижу черноокую, все товары разложу. Ah, ça sonne pas du tout chanson folklorique russe, n'est-ce pas? Je vais laisser un petit peu comme ça.
C'est la chanson, c'est une chanson qui date, qui sera apparue environ vers 1860, là, donc disons 19e siècle. Ça s'appelle Korobeiniki, mon meilleur accent russe. C'est une chanson qui était basée sur un poème folklorique de l'époque qui, en fait, de quoi ça parle? Korobeiniki, en fait, semble-t-il, ça veut dire, c'est un mot qui représente des marchands, des peddlers ambulants de l'époque. Puis je pense que, en tout cas, je ne sais pas comment la grammaire fonctionne, mais c'est le terme au pluriel. Donc, ces marchands-là. Et puis, donc, les marchands russes du 19e siècle. C'est les paroles, là, je ne sais pas, j'aurais pu me les noter, mais en gros, comme toutes les chansons folkloriques, c'est extrêmement profond et non, ça parle de tennis puis se tenir en groupe de 4. Exactement. Ils jouent au tennis, c'était 4 sur une seule raquette. Ouais. Mais non, hein, la chanson, c'est une métaphore sur la séduction. Fait en gros, c'est genre le marchand qui dit à une belle femme, genre hey, tu viens revoir mon panier, il est rempli de marchandises, puis si tu viens à soir, je pourrais te faire une offre sur son contenu. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Fait une métaphore comme à peine déguisée. Et puis, en fait, ce qui est drôle, c'est que le jeu de base Attends, je vais l'arrêter parce que là, j'ai d'autres extraits en lien avec ça. Plus d'extraits. Ben oui, ça, c'est un autre trou de lapin, hein, comme on dit. C'est pas le designer du jeu, là, c'est pas Alexei Pajitnov qui a décidé de mettre ça. C'est en fait quand le jeu s'est exporté mondialement, puis là, je peux pas m'empêcher de penser qu'il devait avoir un petit côté de l'URSS et de fin de guerre froide, là. Mais la thématique du trait russe a vraiment pris de l'ampleur dans les autres pays. Puis ça, c'est un compositeur japonais parce que c'était quand ils ont fini par faire une entente avec Nintendo pour le sortir au Game Boy. Je pense que c'est là que c'est devenu super populaire. Puis c'est d'ailleurs le compositeur Hirokazu Tanaka, voilà. Qui lui s'est comme occupé de mettre cette musique-là. Fait qu'il a repris un peu cette pièce-là, qu'il l'a réécrit en chiptune un peu, le plus transcrit en fait en chiptune, comme on disait. D'ailleurs, ça a l'air qu'il était appelé Chip Tanaka. Genre à quel point, hein, comme quoi, la boucle est bouclée avec ce dont on parlait. Puis, c'est ça. Donc, il y a une version du jeu, parce qu'il y a 1,5 million de versions, une version du jeu qui est dans le menu, il y a les... je ne sais plus comment ils appellent ça, là, mais les... Les tours avec des boules. Les tours avec des boules. Les trucs de Saint-Pétersbourg. Operator? Ouais, c'est ça. Il y a des affaires, je ne me suis pas noté. Mais donc, il y a ça en arrière. Il y a la musique la plus russe du monde qui joue en même temps. Fait que je pense que c'est quand même assez clair. Puis, mais dans cette version-là, il y a ça c'était au Game Boy, il y a 3 morceaux, il y a 3 pièces. Il y a la première, c'est Korobeiniki, celle-là, qui est probablement, qui est clairement la plus connue. Il y a la deuxième que je vous fais écouter à l'instant. Très chiptune, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est une composition de Hirokazu Tanaka lui-même, même si ça sonne... on a arrêté. Même si ça sonne très russe aussi, très, très Europe de l'Est, disons. Mais c'est vraiment lui qui a composé une tune qui fit un petit peu dans ce style-là. Puis, t'as-tu trouvé? Ouais, c'est super plate comme nom. C'est des clochers à bulbes. Ah, bon, mais parfait. tu parlais de voyons... d'un en particulier. La cathédrale de Saint-Basile. Voilà. En milieu du Red Square à Moscou, mais des Onion Dome. On dirait un truc que t'achètes genre dans un resto, dans un snack bar. Je vais prendre les Onion Dome. Ouais, c'est ça, genre. un Blooming Tower. Je sais pas. Wow. J'attendais un nom plus russe. Là, ouais, il doit en avoir un, j'imagine. Sûrement, mais écoutez. Ouais. Puis je vais aussi faire écouter l'autre thème, puisqu'on est dans les influences ou les reprises, donc pas mal plus une reprise à ce moment-là. Le thème C, donc le 3e de Tetris.
Tetris ou Castlevania au Game Boy? Castlevania au Game Boy. Ben oui, non. Aïe, aïe. C'est fait que... Non, c'est... Tiens, je vais l'arrêter tout de suite, là. Cette année, ça suffit. J'aime beaucoup le chiptune, mais c'est vrai que c'est rushant. Ouais, c'est un peu rushant aussi. Donc ça, c'est littéralement une pièce de Jean-Sébastien Bach, le compositeur baroque. C'est pour ça que je faisais une joke, on en parlait, avec la musique qui fait un peu baroque parfois dans Castlevania. Mais celle-là, c'est le menuet de la suite française numéro 3 en si mineur, qui est catégorisé BMW 814. Ça, c'est le type de... C'est comme la rangée de bibliothèque pour Bach, c'est BMW avec un chiffre. Tous les compositeurs... BWV, j'ai dit. OK, BMW. BWV. Vite, là. Ouais. Mais personne jouait avec le type C. Là. Moi, je mettais tout le temps type B ou type A. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Et puis, petit fun fact, c'est donc à la base, ce menuet de cette suite française numéro 3 de Bach est en si mineur, mais la version chiptune, pour une raison que j'ignore, est en fa dièse mineur. Il l'a donc transposé. Je ne sais pas pourquoi. Il a montré qu'il était bon pour transposer les chansons. Ben voilà. Ça fait que... Shout-out à toi, monsieur Chiptune. Oui, Chip Tanaka. Chip Tanaka. Chip Tanaka. Aïe, aïe. C'est cool comme surnom. C'est un cool surnom. En même temps, Hirokazu, c'est comme un cool nom aussi, mais... On commence à avoir beaucoup de personnes qui ont des bons surnoms. Oui, effectivement. Certains, c'est nous qui les donnent. D'autres, que c'est eux qui les avaient déjà. Ouais. Ça fait que... ça, c'est pas tant une influence que littéralement une transcription ou à peine changée. Mais je trouve ça quand même... moi, je me rappelle que la première fois que j'ai joué à la musique de Tetris, quand j'ai commencé à jouer de l'accordéon, c'était comme, je vais apprendre la tune de Tetris, c'est sûr. Puis quand ma mère connaissait pas ça, évidemment, mais elle connaît quand même la musique folklorique russe. Ça fait qu'elle m'a dit, c'est une chanson russe, ça. Puis j'étais comme, je sais pas. Mais probablement. Puis effectivement, c'était bien ça. Chose à savoir, c'est parce que la mère rapide, elle sait tout. Elle nous clenchait à Doctora quand on était jeune. Ouais, elle sait tout, mais elle va appeler un Nintendo quelque chose qui n'est pas un Nintendo. Mais ça, je peux pas y en vouloir. Ferme ta musique de Nintendo, c'est ton accordéon. C'est correct. On la salue. Ben oui, on la salue. J'espère qu'elle m'écoute, mais... Elle va nous trouver vulgaire, peut-être. Aujourd'hui, on est parti un petit peu plus que d'habitude. Peut-être. Ben, ouais, peut-être. On pourrait l'être plus. Moins que dans la vie de tous les jours, mais un petit peu plus que dans les autres. Ouais, c'est ça. Je me gêne pas tant ça pour l'être avec elle. Puis ici, on se calme. Anyway. Fait que c'était pas mal ça pour mon petit tour de tétra-tennis, ce jeu. De tétranis. De tétranis. Là. Bon, ben, vas-y, lance-moi ce prochain extrait. Oui. Hey, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire le premier, puis l'arrêter quand t'es tanné. Partir le deuxième. On va jouer à un jeu ensemble. On va les faire. Ah oui, ok. Oui, on va jouer, mais pas avec toi, parce que tu connais la réponse. Je le sais, mais ouais, je vois où tu t'en vas. Je joue avec les auditeurs qui nous écoutent. Ok, je l'ai ici. Ça, c'est le premier. Ouais. Donc ça, c'était le premier extrait. C'était le premier extrait. Maintenant, passons au deuxième extrait. Un instant. Alors, fait que là, mon petit jeu que vous allez pouvoir jouer à la maison, peser sur pause, faites ce que vous voulez, vous pouvez écouter la réponse à l'avance. Donc, une des deux, que c'est une toune d'un jeu. Il y en a une deuxième que c'est une chanson qui existe. Mais les deux existent, je veux dire, les deux choses existent. Une toune de jeu, puis l'autre, pas une toune de jeu. Pas une toune de jeu, exactement. Fait que... écoutez, vous pouvez peser sur pause. Moi, je vais vous donner la réponse immédiatement, en fait. Donc, le premier extrait, c'est tiré de Mario Kart 8. Je pense que c'est Mario Kart Stadium, le nom de la pièce.
Mario Kart 8 qui est sorti en 2014. Et oui, vous êtes vieux si vous avez joué quand vous êtes jeune. Maintenant, vous êtes beaucoup plus vieux. Vous avez 10 ans de plus. Maintenant, il y a le Deluxe. Fait ça à la Switch. C'est beaucoup lui qui est joué. Oui, c'est surtout lui. Ben, en fait, la personne a acheté de Wii U. Là. C'était un échec de Nintendo en plus. Je connais. En tout cas. Fun fact. Le président de Nintendo, à cause des échecs de la Wii U, il a coupé son salaire de moitié, le salaire de plein d'exécutifs de moitié pour payer les gens tellement que ça n'a pas fait d'argent. Est-ce que Doug Bowser a perdu la moitié de son salaire? Non, Doug Bowser n'était pas encore là. Je pense qu'il a suivi à Fils Bien et Bien. Là, je sais plus c'est quoi le nom. Là. Je sais pas, mais lui, c'était aussi Nintendo America. Ouais, non, c'est ça. Donc, oui, Mario Kart 8, qui est sorti en 2014, est évidemment développé par nul autre que Nintendo. Une bande sonore incroyable. Les bandes sonores originales, ce sont tous de vrais instruments. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, si vous allez voir. Là, c'est hot à check. C'est hot. D'ailleurs, on parle souvent, Pidge et moi, de la fameuse tune Big Blue, avec le duel de saxophone guitare électrique ensemble. Hey, ça c'est lit. Ouais, puis tu sais, en tout cas, je veux dire, je vais divulgacher un peu ce que je vais dire plus tard. C'est deux musiciens qui jouent ensemble de base, là, qui sont dans le même band. Donc, c'est une bande sonore originale qui a été composée par Shiho Fuji, Atsuko Asahi, Ryo Nagamatsu, Yasuaki Iwata et Kenta Nagata, pas de Monsieur Nintendo. Il n'était pas dans la soundtrack. Ben, faut pas qu'il soit tout le temps là. On parle de lui pareil. C'est vrai. C'est un jeu de Mario. Ouais, c'est ça. Il y a une panoplie de fous artistes là-dedans. J'en ai noté quelques-uns qui ressortent du lot. Takashi Matsuzaki de Dimension, je pense que c'est le guitariste. Satoshi Bando de T-Square, qu'on va parler probablement peut-être plus tard. Teppei Kawasaki, un fou bassiste. C'est tout ce que j'ai écrit. La bass dans toutes les tunes de Mario Kart 8. Les gens connaissent beaucoup Dolphin Shoals à cause du saxophone. Puis tantôt on parlait du lick. Là. Oui. Veux-tu expliquer c'est quoi un lick vite? Les licks, ça va souvent être... C'est une courte cellule mélodique qui va être... c'est comme un clin d'œil musical qui va être repris souvent, puis qui basically, surtout dans le jazz, en fait, là, je dis ça, je suis pas un grand jazzman du tout, là, mais c'est vraiment c'est ça, une petite cellule de quelques notes, pas longue, qui est précise. Puis le lick qui est le plus connu, c'est le ça, il y a ça partout. Ouais. Les gens font souvent référence à ça. Puis on s'entend aussi que dans le jazz, mettons quelqu'un qui fait un solo, un moment donné, il va avoir une suite de notes qui va revenir de temps en temps parce que moment donné, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Je vais peut-être en parler un petit peu tantôt, mais c'est ça. Fait que c'est donc souvent dans des solos ou dans des mélodies plus longues, il va finir par se retrouver un petit lick ou deux. Que tu peux entendre ailleurs. T'sais. Mais là, les gens parlent du Mario Kart Lick dans Dolphin Shoals, mais en passant, tout le monde, c'est le Dimension Lick parce que le saxophoniste Kazuki Katsuta, il est dans Dimension avec le guitariste. C'est là qu'il a fait son fameux lick. Donc, le deuxième extrait qu'on a écouté, c'est Cassiopeia. Encore une fois, c'est là dans les années 70, donc c'est un band de jazz fusion japonais formé en 1976 par Issei-Noro Tetsuo J'écris tellement mal. Ça, c'est d'habitude la fin de mes notes, c'est la pire partie. Je veux dire Tetsuo, pour respecter son nom de famille, Tora Suzuki et Hidehiko Koika, le band a changé plein de membres plein de fois. Cassiopeia existe toujours à ce jour. Ce qui est donc normal pour des vieux bands de même. Exactement. Je veux dire, à part Kiss, là, les gens partent puis arrivent. C'est ça, c'est souvent Kiss qui reste Kiss, I guess. Toujours actif à ce jour. Donc, le jazz fusion, comment on le reconnaît, c'est des harmonies jazz avec de l'impro qui a une influence rock, funk puis rhythm and blues. Beaucoup de guitare électrique et de keyboard aussi. Beaucoup qui est très synthé, tu sais. Donc, Diamond, il y a des membres dans le fond pour la bande sonore de Mario Kart. On a des membres de Dimension, SST Band aussi. Je ne l'ai pas creusé à ce sujet-là parce que je trouvais qu'on était déjà très chargé de groupes Jazz Fusion et compagnie. T-Square, ils ont inspiré vraiment beaucoup de musique, surtout de la musique de jeux de course. On y reviendra à ce sujet-là. Cassiopeia a été nommé comme une inspiration et j'y arrive finalement par nul autre que Nobuo Uematsu.
Koji Kondo, Monsieur Nintendo, Oui. on en parle. Et Hiroshi Kawaguchi qui a fait beaucoup de jeux de Sega. Je vais vraiment largement parce qu'il a fait beaucoup de compositions pour ça. Puis on vient aussi à un... tu l'avais l'extrait de Gran Turismo? Oui. On va mettre l'extrait de Gran Turismo. Je vais en parler vraiment de façon très courte. Là. OK. Donc, on entendait ici, j'ai pas noté l'extrait, c'est un extrait de l'enfant de la bande originale de Gran Turismo 1. Gran Turismo 1 ou 2? Je suis vraiment bien informé sur la tune qui s'appelle Blade. Blade? Ça, c'est Gran Turismo 2, je pense. Oui. Gran Turismo 2, Blade. Merci, Pidge. Qui a été composé par Masahiro Harido, le guitariste de T-Square, qui a fait composé la bande sonore de Gran Turismo 1, 2, 4, 5 prologues, 5 et 7. Si vous n'avez jamais entendu ces pièces-là, en passant, c'est normal. Parce que quand le jeu est sorti au Japon, ils ont sorti cette bande sonore-là. Mais il y avait peur que ça pogne pas aux États-Unis, le jazz fusion et les affaires. Vous avez reconnu comme les passes de basse très funky, très funk. Je veux dire, le clavier, la guette électrique qui est comme dans le tapis, qui est comme très notable. C'est plus actuel, parce que Gran Turismo est sorti en 1997, le premier. Puis comme je dis, c'est ça, le release japonais n'avait pas la même soundtrack que le release américain on avait. Nous, on a eu une version musicale un peu plus toned down. Puis non, c'est ça aussi, je voulais pas, comme je dis, je veux pas m'y attarder trop parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans, je pense, le Cassiopeia et le Jazz Fusion. Puis on va y revenir. Fait que, donc c'est ça, ouais, c'est ça pour Cassiopeia et Mario Kart. Hey, Mario Kart 8, grande soundtrack, je vous conseille de l'écouter. Ouais. Ça s'écoute super bien en faisant autre chose. C'est une bonne playlist de ménage. Oui, ça, je vous le confirme. Oui, vraiment. Ça va vite. Ouais, c'est vrai. Comme si t'avais une coquille bleue au cul. Hey, moi, avant, normalement, là, on avait, dans l'ordre qu'on s'était fait, on avait mis le dernier extrait, mais je n'ai comme skippé un, que c'est pas vraiment de l'inspiration, mais je vais mettre les extraits, je vais pas en parler longtemps, mais c'est vraiment drôle. Ouais, fait que je vais... On va aussi donner les crédits à la personne en question. Oui, ben c'était notre ami Trudel qui m'avait fait remarquer ça, m'amener qu'on écoutait ça, puis... C'est notre ami qui, tu sais, il est très bon en musique. Il a une super bonne oreille musicale, mais tu sais, c'est comme... N'a jamais vraiment joué. Exactement. Ouais. Il a appris la guitare. On est en train de faire ses éloges. Wow, oui, c'est ça. Je veux dire, il a déjà joué à la musique. Là. Je suis pas débile, je l'ai vu avec une guitare dans les mains. Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme, mettons, mon ami Pidge qui joue de l'accordéon souvent. Ouais, ben c'est juste ça. C'est qu'il y a une finesse, une acuité auditive pour repérer ce genre de choses-là. Il va repérer les leitmotivs, repérer une instrumentation. Il va faire ça assez naturellement, rapidement. Puis c'est ça. Il m'avait sorti donc tout de suite ça, puis je pouvais pas m'empêcher de trouver ça vrai. Fait que je vais commencer par cette tune de Super Mario Kart. Super! Tout en Mario Kart. Portez l'attention à la bass. OK, donc, la Koopa Beach de Super Mario Kart, je l'enchaîne tout de suite parce qu'il faut l'avoir en tête avec ce joyau de la musique québécoise. Ma vie est un long chemin sans fin et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Je vais m'arrêter là. Eh oui, avec donc du bon vieux Willy Lamotte, mille après mille.
Donc, bon, je vais parler vite là, de ça. C'est deux musiques qui sont sûrement pas une inspiration l'un de l'autre. Ce serait quand même tout un honneur que le compositeur de la musique de Mario Kart est Soyo Oka, de 92 ans. Tandis que 92, c'est littéralement l'année que Willy Lamotte est mort. Fait que genre, il a commencé à être populaire dans les années 40. Là, fait que genre, j'imagine bien... Dans une entrevue, dans une revue sur Willy Lamotte dans 20 ans, il va dire « Mon inspiration, c'était Willy Lamotte pour Mario Kart! » Ouais, fait que c'est pas de l'inspiration, c'est pas une transcription directe, c'est juste un addon parce que, puis là, ça en venait, je voulais glisser un petit mot là-dessus, sur c'est quoi de la musique originale? Ouais, non. Hein? On a déjà parlé de ça. Ben, dans la musique, peu être de la musique de jeux vidéo ou juste la musique en général, on n'a jamais vraiment quelque chose de 100% nouveau. On va toujours se fier, s'inspirer de quelque chose. C'est quelque chose de 100% nouveau, il y en a peut-être, mais c'est des choses qu'on aurait bien de la misère à écouter. Parce que ça respecte tellement pas les codes de la musique qu'on trouverait ça super ouais. Ben, comme tu disais, la musique, c'est très mathématique aussi. Là. Oui, puis c'est mathématique. Puis il y a aussi, pour que ça provoque des émotions en nous, c'est parce que ça respecte un certain code qui s'est forgé au fil du temps, dépendant du style, dépendant de beaucoup de choses. Mais ça reste, en gros, on réutilise, on recycle des vieilles affaires qu'on refait d'une autre façon, en s'inspirant de ça. Puis c'est un peu comme ça que tout se crée, on le sait, c'est comme je sais pas, le vieux, mettons, le début du rap, c'était inspiré du jazz, le début, il y a tout le temps des affaires comme ça, puis après ça évolue dans des directions complètement différentes, c'est normal. On peut ajouter, comme, faire une parenthèse très courte, comme moi, mettons, le truc que je suis plus féru de sa création, puis de ce que c'est devenu, c'est, mettons, le métal en général. Quand tu regardes d'où que ça vient, c'est comme ici du rock puis plein d'autres trucs, le rock est devenu un peu du speed metal, du thrash metal, ça évolue, puis encore aujourd'hui, ça se subdivise en 14 000 affaires, c'est ça. Puis ça ressemble tout aux mêmes bases en bout de ligne, ça. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, bon, c'est ce genre... Moi, c'était beaucoup la ligne de bass dans les deux extraits, là, c'était particulièrement... Il y avait aussi le je sais pas c'est quoi l'instrument qui fait ça, qui fait le de même, qui était sur un peu le même beat. Un genre de shaker, là. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours aussi. Peut-être c'est mon cerveau qui est genre, ça serait vraiment cool que ça se ressemble, tu devrais vraiment. Puis tu sais, si on l'analyse un peu, là, tu sais, Mario Kart, c'est la tune de Koopa Beach, donc c'est une course sur une plage. Oui. Fait que ça fait un petit peu comme tropical, un peu vacances quasiment. Là, les gros guillemets, là, tu sais. Puis, bon, évidemment, Willy Lamotte, c'était comme une icône de la musique country. À l'époque, on appelait ça du western. Là. Western, c'était le début du gros essor de la musique western au Québec. Puis, il a été vraiment populaire pendant, à partir des années 40, jusqu'à temps qu'il soit mort. Et encore à ce jour, chez une certaine tranche de la population, mettons. Mais ça a été, c'est ça. Puis c'était comme, je suis un cowboy canadien, je chante à cheval. Tu sais, c'était ça. C'est ça, 1000 après 1000, c'est je voyage. Exact, c'est ça. Ça fait très, très cowboy. Elle n'avait pas dit que c'était un cowboy. Il y avait zéro de l'air d'un cowboy. Mais regarde, hein. Puis, c'est ça. Ça fait que si jamais vous en avez des exemples comme ça, as-tu déjà écouté ces deux tunes-là, à quel point ils se ressemblent? Gênez-vous pas pour nous écrire et nous le dire. Et puis, je vais peut-être plugger ça tout de suite dans le fond. Ça va être fait. On en parlait. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire sur notre page Facebook. On a un Instagram. On a notre Patreon où on sort désormais les épisodes. La raison étant que sur SoundCloud, on va encore avoir notre SoundCloud, mais il faut payer pour mettre plus que 150 minutes de matériel. Et puis payer dans l'économie actuelle. Voyons donc. Payer sur le budget du podcast Alt F4. Je ne pense pas. Ça fait que c'est ça. Et on a aussi une adresse Gmail. Vous pouvez nous rejoindre au altf4podcastqc@gmail.com. Tous ces beaux mots-là collés ensemble. Tous ces beaux mots-là collés ensemble. Si vous avez oublié, vous pouvez aller sur Instagram. On a même un Linktree. On a un Linktree, c'est vrai. Puis, aussi, probablement 99,9% des gens qui nous écoutent sont nos amis. Hein? Fait qu'ils peuvent aussi, nous texter, I guess. Ouais, vous pouvez aussi nous texter. Voici mon numéro de téléphone, mon adresse, me doxer sur le podcast.
Puis, c'est ça. Ça fait que, si vous avez, c'est ça, d'autres exemples comme ça, parce que ça, il peut tout le temps en avoir des gens, que ce soit une hallucination auditive ou quelque chose qui ressemble vraiment. Plus c'est des deux musiques qui viennent d'un monde complètement différent, mieux c'est. Tu viens de me rappeler qu'à C'est quoi, il y avait les hallucinations auditives, puis c'était vraiment cringe. Ouais. Aïe, aïe. Regarde, hein? Mais je trouve que c'est un bon segue sur ce que on va parler pour la dernière partie de la thématique de l'épisode. Oui. Est-ce que tu vas parler? On va parler, je pense. Je vais acquiescer puis dire quelques petites blaguettes. Non, tu sais, j'ai pas une tonne de choses à dire là-dessus, mais ce qui est probablement un des exemples les plus flagrants d'inspiration directe, la musique de jeux vidéo. Je vais le mettre tout de suite. Allons-y. Je vais mettre le thème. Avez-vous déjà entendu ça? Je m'imaginais que tu me disais direct dans l'oreille. Tu sais, t'es en train de... Tu manges une crème à glace, excusez le terme, là, une crème glacée sur un banc de parc, un beau jour d'été, puis il y a Pidge qui s'en va derrière ton oreille et dit « As-tu déjà entendu ce thème-là? » As-tu déjà entendu ça, ce thème-là? C'était assez ASMR, oui. ce podcast-là. C'est le thème de Super Mario Bros. Hein? Ça, c'est sûrement le thème de musique de jeux vidéo le plus connu. Puis en plus, on l'a dit au début du podcast, j'ai dit « Hey, aujourd'hui, c'est moi qui va dire super », puis on l'a dit 3 fois. On l'a dit tout le long. C'est vraiment super. Ouais, c'est super. Puis, c'est ça. Donc, évidemment, c'est Monsieur Nintendo, Koji Kondo, qui a composé ça. Et de quoi s'est-il inspiré? Parce que si on s'attarde un petit peu à ce thème-là, c'est weird quand même. Rythmiquement et mélodiquement, c'est bizarre. On est habitué aujourd'hui parce qu'on connaît beaucoup. Ouais. Mais je vais vous faire écouter. Je vais le faire runner un peu plus longtemps jusqu'à temps que ça drop. Là, ça. Peut-être l'avancer un peu des fois. Là. Oh yeah. Hein? Hey, c'est assez clair, rien que bon. Ça, c'est du beau saxophone, comme dirait Homer. Saxophone. Je vais le laisser aller un petit peu plus longtemps parce que c'est bon. Hein? C'est donc la pièce Sister Marian du groupe T-Square. Que je me suis d'ailleurs rien noté de T-Square. J'en ai parlé un peu. C'est ça, c'est pour ça que je voulais pas. Pour ça je me disais, je voulais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais bon, donc T-Square qui est un groupe de jazz fusion japonais des années 70 qui a été très très populaire dans toute la même veine que Cassiopeia et compagnie. Puis, mais celle-là, je veux dire, c'est ça. Donc la Sister Marian, c'est littéralement Mario Bros. Là, agrémenté de jazz fusion autour. Puis, c'est ça, c'est... je sais pas quoi rajouter sur ce que tu as dit tantôt, là, mais c'est littéralement... En fait, c'est pas mal la tune qui nous a donné l'idée de cet épisode-là. Ouais, exact, c'est ça. Mais en fait, moi, si je peux me permettre deux choses, je prends vraiment par dire, pour mes sources pour Cassiopeia puis un peu T-Square, tantôt, c'était T2 Norway sur YouTube. Je veux juste encore une fois citer mes sources, c'est important. Koji Kondo, en entrevue, a déjà dit que... Exactement ce que tu parlais un peu plus tôt, tu disais, tu sais, la musique, c'est... Tu sais, il y a bien des chances que si tu composes une chanson puis que tu fasses « Wow, c'est tellement nouveau et unique ce que j'ai fait que c'est basé sur des choses que tu as déjà entendues. » Puis Koji Kondo l'a dit en entrevue, il a dit
j'écris beaucoup de musique. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont revenir de choses que j'ai faites ou que j'ai entendues à un moment donné. C'est normal. T'es pas un voleur si tu fais sensiblement un air pareil. Si tu pull off un humoriste que je n'aimerais pas puis tu répètes les mêmes jokes qu'un autre, tu es un voleur. Ça passe moins bien, ça. Ça passe pas mal moins bien, tu sais. Fait que non, c'est sûr qu'en termes de musique de jeu, des inspirations, il y en a partout. Que ce soit de la musique classique jusqu'à la musique actuelle. D'ailleurs, je voulais nous féliciter. On a trois pièces de chiptune, 3 tunes en 8 bits. Oui. Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ben puis j'aime ça. J'aime ça ne pas juste avoir ça. Mais c'est rochant. Oui, c'est rochant. Puis, tu sais, des fois aussi, mettons, je pense à. Il peut y avoir des gens qui sont pas aussi deep dans la musique de jeux vidéo que nous. Ouais. Et depuis aussi longtemps aussi. Puis souvent, surtout des personnes peut-être d'une génération un peu plus vieille que nous, c'est facile de penser que la musique de jeux vidéo, c'est blip-bloup, tu sais. J'ai pensé à... Oui, je sais. Tu sais ce que je m'en vais, Je là? pense que oui. Quand Pitch puis moi, on a commencé à parler de ce podcast, on a demandé à ChatGPT de nous trouver des noms. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Premièrement, on a sûrement tué une espèce complète de poisson en faisant ça. Puis, une des options, c'était Bleeps and Bloops Unplugged. C'est resté pogné dans ma tête. J'entends Blip Bloop, je pense que ouais. C'est que, en tout cas, faut faire des choix maintenant. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je veux pas non plus juste que je pogne juste pogner du vieux chiptune qui sonne comme ce que les adultes pensaient que ça sonnait il y a 30 ans. T'sais. Alors qu'il y a 30 ans, ça sonnait déjà plus de même. T'sais. Non, c'est ça, exact. Puis aujourd'hui, c'est parce que c'est tellement rendu big. La musique de jeux vidéo, c'est tellement rendu profond et il y a tellement des chefs-d'œuvre de composition puis des orchestres au complet engagés pour ça que j'aime qu'on ait les deux parce que profondément, j'aime quand même exact. Il y a 30 ans, on était en 1995. C'est vrai, on était au début de l'année 1995. Début de 95. Oui, c'est vrai ça. Vous rappelez-vous que vous étiez dans le ventre de votre mère, non existant. J'avais 7 ans. Peut-être déjà des adultes. Ouais. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans. Ouais, quelque chose de genre. J'avais même pas 5 ans, moi. Aïe. Le temps passe vite, hein? On dirait que c'était hier. Je le sais. C'était hier. Ça veut dire que 95, mon frère n'avait pas acheté de Super Nintendo encore. J'aime ça, tout est basé sur ton frère. Toutes les consoles de jeux, c'est ton frère. C'est sûr, tu sais. Les oreilles doivent virer de bord à chaque fois qu'on fait un podcast. Il doit chauffer pas mal. Ouais. Je pense qu'on est rendu à ce fameux segment. Oui. Le grand retour du segment adoré du public, on va dire ça de même. Le fameux... On n'a pas trouvé de nom, on l'appelle tout le temps à quoi tu game. Ben oui, la chronique du jeu du moment. Le jeu du moment, ouais. Ben oui, parce que on est déjà... on est déjà... Veux-tu consulter mon chronomètre? Ben oui, quasiment 1h05. Fait que, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? On a de la misère à pas remplir tout ça. On va pas blaster comme l'autre fois à 1h20. Je vais, comme d'habitude, je vais partir l'extrait. Je vais vous laisser écouter un petit 20-30 secondes, puis je vais en parler après ça. Oh yeah, j'aime beaucoup cette musique-là. C'est une des pièces du jeu FTL, Faster Than Light. Un jeu de 2012 déjà. Ouais, tu m'as dit ça tantôt. Ben oui, je te commence. Mais tu sais, j'ai commencé à jouer en 2015 sûrement. Fait que ça fait déjà une couple d'années. Puis là, ça fait 10 ans finalement. Ça fait 10 ans, donc, de la compagnie Subset Games, c'est qui est genre 2 gars, je pense. En tout cas, à l'origine, c'était 2 gars qui ont fait pas mal tout le jeu. Le compositeur est Ben Prunty, un compositeur que je ne connais pas, à part pour cette tune-là.
C'est un roguelike. Évidemment, c'est un petit jeu indie. La grande surprise de tous et chacun. La grande surprise de tout le monde. C'est un roguelike. C'est à ça que je joue. Ben oui, c'est surprenant, n'est-ce pas? C'est des bons jeux. C'est des bons jeux, les roguelikes. J'aime beaucoup ça. C'est un roguelike qui... disons, l'histoire, c'est comme dans un futur science-fiction où il y a une guerre entre la Fédération et les rebelles. Et toi, t'es comme... tu as de l'information cruciale que tu dois aller délivrer à la flotte principale de la Fédération. Donc, on est avec la Fédération, puis là, les rebelles sont après toi. Puis comment ça fonctionne, c'est donc FTL, Faster Than Light, tous les vaisseaux spatials ont le système de se déplacer faster than light. Donc, tu jumps de point en point, de beacon, je sais pas c'est quoi en français ça, mais en tout cas, c'est pas grave. De bacon. Oui, c'est ça. De bacon. De beacon. Puis, donc, c'est des jumps. Donc, tu sautes d'un endroit à l'autre. Tu as 8 secteurs avec chacun plein de points à lesquels tu peux sauter. Puis, faut que tu fasses ça en pas trop de sauts parce que tu as une flotte rebelle qui avance tout le temps vers toi. Puis, quand tu te fais pogner, ben, faut que tu te sauves bien vite, sinon tu te fais péter. Bon. Ouais, souvent, tu te fais péter. Souvent, tu te fais péter. Ben, des fois, tu peux, comme ce qu'ils disent, jumper dans la flotte. Tu jumps puis tu t'arranges pour que tes réacteurs soient rechargés assez rapidement. Ouais. Partir avant que tu te fasses tuer. Puis c'est un peu, c'est stratégie un petit peu tactique. Donc, tu as un vaisseau, tu as un équipage, tu dois gérer différents systèmes. Donc, tu as tes armes, tu as tes shields, l'oxygène, engine, les portes. Après, tu as des affaires genre ton hacking, tu as ta furtivité, là, le stealth là, que tu peux... Fait que c'est un jeu qui est assez stratégique qui, selon les développeurs, sont beaucoup inspirés de jeux genre tabletop. Ouais. Parce que c'est basically 2 images de vaisseaux. Puis c'est un peu, je vais attendre que mes fusils soient chargés. Puis en attendant, ben là, si lui me tire, pendant qu'il va me tirer, moi, je vais genre je vais le hacker. Puis en tout cas... Ouais, ça joue beaucoup avec les cooldowns. Ça joue beaucoup avec ça, avec les cooldowns, puis tout ça. Ça fait que ça doit être donc des tripeux de board games qui ont développé ça. Puis je pense à ça aujourd'hui. Je suis comme, s'il avait voulu, comme Master, tout se fait en board game, il aurait probablement pu sortir un actual jeu de table. Définitivement. Sur FTL. Et puis, c'est ça. C'est vraiment un super bon jeu si, encore une fois, vous aimez le style roguelite. Ce que je vous souhaite, parce que c'est tout le temps ce qu'on recommande. Sinon, vous allez trouver ça poche. On fait pas tout le temps ça. Non, c'est vrai. J'ai parlé de Rimworld, c'est pas un roguelite. Oui, non. Non, puis dans le futur, j'ai déjà d'autres idées de jeux qui ne seront pas des... Moi, je suis en train de rejouer à Stardew pour la 10e fois. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ben oui. Puis, c'est ça, c'est vraiment un bon jeu. Il y a aussi eu des très bons mods qui sont faits. Ça, on n'en parle pas souvent. Des fois, on en parle. On a parlé de The Hell. On a parlé de The Hell. Je retire ce que j'ai dit. On a parlé une fois. Un super bon mod qui est, en gros, aujourd'hui, ça reste un vieux jeu qui est très bon. Le jeu Vanille est super bon encore, mais c'est le mode qui est le plus implanté, qui est quasiment comme FTL 2, mais en fait FTL la suite, là, qui s'appelle Multiverse. Si vous tombez dans ce jeu-là, c'est un mode qui rajoute du contenu et du lore aussi, parce que dans le jeu, l'histoire est aussi intéressante. C'est beaucoup de texte à lire. C'est ça qui peut être rochant et rebutant. Mais bon, moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Et c'est ça, tu jumps à un secteur, puis là, tu as 1 page et demie de texte à lire, d'histoire, puis d'affaires qui se passent. Fait que c'est facile à skipper, mais des fois, si tu coupes toutes les affaires, ben tu vas finir par manquer de détails et de choses importantes à tes choix que tu vas faire. C'est cool qu'ils mettent de la chair sur l'os dans ces jeux-là, parce que souvent, ce que je peux reprocher au roguelike, c'est que c'est juste un jeu avec du gameplay, puis t'es comme, juste essayer d'espérer un super bon jeu au storyline. Ouais. Il y a une grosse baleine qui m'a dit d'aller faire ça. On peut toujours extrapoler les histoires, mais si un roguelike qui a un bon gameplay et une bonne histoire, ça a déjà tous les bons outils là. Il manque juste de la bonne musique en fait. Ça tombe bien dans FTL, il y a de la bonne musique. Il y a de la bonne musique. Et puis là, ça c'était la tune des Rockmen, le secteur des Rockmen. Il y a toutes sortes de races là. Dans le jeu. Il y a les humains, t'as des slugs, les Rockmen, t'as des
c'est quoi les autres? Des mantis, les insectes, les mantis, gros insectes, les NG, les petits genres de robots organiques, t'as les zoltans, les êtres faits d'énergie pure. C'est comme, c'est très science-fiction, puis tout ça. Celle-là, c'est... il y a eu un tremblement de terre. Ouais, on dirait. Celle-là, c'est les Rockman. Puis, on en parlait aussi, ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Chaque thème a une version Explore et une version Battle. Fait que je vais juste remettre le début de la version Explore, bien vite, puis mettre le début de la version Battle, vous allez comprendre. Assez Explore. Très exploration. Puis là, même chose, Battle. De la base. La base, percussion. Fait que, des petits détails. C'est des petits détails comme ça qui, d'un côté musical d'un jeu, moi, me fait vraiment triper. Là. Comme on parlait justement, je viens de parler de Spire, mais tu sais, il y a un thème pour les boss. Puis à l'acte 3, quand tu te retakes un boss plus tôt, c'est le même thème, mais vraiment plus changé. Ouais, c'est ça. Ces détails-là, là, Chef's Kiss, c'est mon truc préféré dans les jeux. Puis ça vient chercher ça vient nous chercher même si on s'en rend pas compte. Exact. C'est ça la beauté de la chose. C'est comme le meilleur exemple, c'est dans Super Mario World, 4e Super tout le monde. Dans Super Mario World, quand t'embarques sur Yoshi, il y a les percussions qui embarquent. Oui, ça. Si vous le saviez pas, là, je viens probablement de blow your mind moi, avec ça. Je pense que j'étais un adulte quand j'ai appris ça. Moi aussi, j'étais quand même vraiment plus vieux. Quand j'étais joué, je m'en suis pas rendu compte. C'est ça, j'ai joué genre, à côté à ce jeu-là, puis je m'en étais jamais rendu compte. Je pense que toutes les tunes où tu peux avoir Yoshi, il y a une version avec le petit tam-tam en arrière, le petit djembé. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, les seuls qui n'en ont pas, c'est le Bowser Castle. Les châteaux, les maisons hantées. Ouais. Mais tu sais, comme on a déjà dit, je pense dans l'épisode 1, le leitmotiv de Super Mario World, c'est le premier thème, il se retrouve dans toutes les tunes après. Là. Tu sais, c'est la tune des châteaux, c'est juste une version plus evil du même thème. Ouais. Ben oui. Mais ce sera une autre fois. Ce sera, ben oui, dans un prochain épisode sans doute. On arrive à la fin déjà. Ah oui. Avant de conclure, je voulais aussi faire un petit shout-out pour vous dire, tous les extraits que vous entendez que je fais jouer d'un ordinateur. D'ailleurs, ça, je faisais le montage avant par-dessus, c'était un petit peu plus compliqué, plus agréable d'avoir l'ordinateur, même si des fois j'oublie de me remonter le son, ça fait partie de la game. Ça rend ça plus humain. Exact. Fait que c'est ça, puis toutes ces tunes-là, ou presque toutes, je vais les chercher sur YouTube, puis j'utilise un YouTube to MP3, qui, à l'époque, c'était facile à trouver des bons. Aujourd'hui, c'était vraiment peur de mettre un cheval de Troie dans ton ordi à chaque lien que tu cliques. Ouais, tout est un sac à virus. C'est ça, c'est virus.com pas mal tout le temps. Expanded Edition. C'est ça. Puis je n'ai trouvé un, c'était un gars sur un Reddit que j'ai vu, en fait. C'est Easy MP3, EZ-MP3. Et puis, il n'y a pas de pub. C'est safe à 100%. On peut l'encourager, mais il fait ça à 100% gratuit. Ça, juste pour ça, ça valait la peine. Puis je me suis dit, je m'en sers à chaque épisode. Je vais quand même le plugger. Fait que Easy MP3, si vous êtes du genre à vouloir faire des YouTube to MP3, je vous recommande chaudement celui-là. Ouais. C'est parfait, ça, pour notre auditoire policier. Oui. Oui, mais aussi, shout-out à vous de nous avoir écoutés une fois de plus dans cet épisode sur les inspirations. Oui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire de la recherche pour ça. C'était le fun. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ça m'a permis de découvrir, comme on dit, les trous à lapin, les rabbit holes. Incroyable. Comme on dit, chaque sujet aurait pu être une heure de contenu. Matériel, là, vraiment. Si vous voulez vous intéresser plus à ça, c'est facile d'en trouver beaucoup, beaucoup. On avait parlé de faire un épisode juste sur le jazz fusion. Je pense que dans nos remue-ménage ensemble, là, on avait parlé de faire, mais finalement, c'était plus fitting. On pourra en reparler une autre fois de toute manière. Ça. C'était le plus proche qu'on aura eu sans doute, mais parce qu'on veut quand même garder le jeu vidéo présent. Mais le vieux jazz fusion japonais, surtout des années 70-80, c'est ça. Ça laisse ses marques encore à ce jour. Allez sur Spotify, là, mettez-vous une petite
playlist de jazz fusion. Ouais, c'est le fun. Ça aussi, en faisant du ménage, c'est le fun. En faisant du ménage ou aller conduire, faire un petit tour de char à minuit dans les rues d'une grande ville. Là. Peut-être Tokyo. Peut-être Tokyo. C'est juste à côté de Trois-Rivières. Entre Trois-Rivières et Montréal, il y a Tokyo. Puis c'est ça, mais écoutez, allez écouter toutes ces belles musiques inspirantes et inspirées d'eux. Puis pour nous, on se va se voir dans un prochain épisode. Dans un prochain qui va déjà être notre 5e épisode. Qui va être dans le futur de notre passé, du présent. Puis écoutez, moi je vous souhaite la plus belle des journées. Et à une prochaine. Merci beaucoup. Et à une prochaine, encore une fois. Ha ha.